Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui un format un peu particulier puisque j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Cédric qui est un broker professionnel qui a pour clients des fonds ou des family office. Il va nous expliquer quelles sont les solutions qu'il apporte à ses clients, comment fonctionnent les systèmes de blocs sur le marché des petites et moyennes capitalisations sur Euronext, comment fonctionnent les dark pools. Il va aussi nous évoquer les ambiances très particulières qu'il peut y avoir lorsqu'il y a des cracks, quelles sont les contraintes que peuvent avoir les fonds ou les family office. Il va aussi évoquer la thématique ESG qui est très à la mode avec les énergies carbonées qu'il faut abandonner, les énergies renouvelables qu'il faut absolument lancer, l'hydrogène, etc., etc. Je vous partage tout ça derrière cette vidéo. C'est parti! Bon ben Cédric, merci d'être présent donc avec moi. Donc l'idée là, comme on a vu ensemble, c'était de pouvoir partager ton métier, ce que tu fais, ce que tu apportes en termes de solutions à tes clients. Quels sont tes clients? Quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, puisque toi tu es donc un broker essentiellement axé sur les small caps, et donc tu vas nous montrer en fait j'irai ce que j'ai appelé moi la face cachée des investissements dans les petites capitalisations, puisque nous quand on est un particulier on se rend compte que on fait nos achats avec nos plateformes, qu'on soit chez Bourse Direct ou peu importe, et puis en fait toi tu as des clients qui passent pas du tout par ce genre de plateforme là, et tu vas nous expliquer en fin de compte ce que tu fais. Alors est-ce que tu peux nous décrire déjà Cédric, quel est ton métier, qui sont tes clients et quelles sont les solutions que tu proposes s'il te plaît? Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors moi je suis ce qu'on dit broker action spécialisé donc sur les petites capitalisations cotées, les PME cotées, principalement sur le marché français. Mes clients sont toutes les gestions de portefeuille de fonds communs de placement dédiés aux PME cotées et une multitude de fonds d'investissement dédiés aux small cap. Principalement en France, mais pas que. Il y a aussi pas mal de fonds étrangers qui investissent en France. Tu peux donner un ordre de grandeur de la gestion sous actifs de tes clients? Est-ce que ce sont des petits fonds, des gros fonds, des moyens fonds? Combien ils gèrent ces gens-là qui viennent te voir? Alors en fait, c'est la richesse de cet écosystème, c'est qu'il y a toutes les tailles. Donc on peut avoir des fonds d'investissement qui gèrent 20 millions d'euros, comme des fonds d'investissement qui gèrent quelques milliards d'euros. D'accord. Voilà. Alors évidemment, les fonds d'investissement qui gèrent quelques milliards d'euros ne sont pas des fonds d'investissement qui ne font que des small cap. Ils font aussi du large cap, mais ils mettent du small cap. Il y a aussi une autre classe d'investisseurs qui sont les family office, qui eux peuvent gérer entre 10 millions d'euros et jusqu'à 500 millions d'euros, 1 milliard d'euros. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que les family office, ce qu'on appelle les family office? C'est qui ces gens-là? Il y a deux types de family office. Il y a des family office, on va dire monofamille, qui gèrent l'argent d'une famille, et c'est quelqu'un qui a fait fortune et qui a créé une entité dédiée à l'investissement de cette fortune. Et il y a aussi des multi-family office qui en fait sont des entités qui gèrent la fortune de plusieurs familles. D'accord. Et donc là, c'est les mêmes encours. On est sur quelques millions d'euros jusqu'à plusieurs centaines de millions. Voilà, c'est ça. Ok. Très bien. Et donc, en quoi, toi, tu leur apportes une solution? Parce qu'en fin de compte, ces gens-là, c'est quoi leur problème? Alors en fait, ces gens-là, l'univers des small cap, ça c'est la richesse de l'écosystème français, l'univers des small cap est très large en France. Je pense qu'il y a entre 500 et 1000 petites capitalisations cotées en France. C'est ça, ouais. Et mon rôle, c'est d'une part de leur apporter un peu de conseils, leur donner des idées, les mettre en contact avec des sociétés, mais aussi, et ça c'est très important, leur trouver de la liquidité. Parce que justement, toutes ces petites capitalisations, toutes ces petites PME cotées,
sont très illiquides sur le marché en bourse. C'est-à-dire que pour la plupart, ils se traitent 5, 10 000, allez, 100 000 euros max par jour, alors que ces gens-là peuvent être amenés à chercher 1 million, 2 millions, 5 millions d'euros à acheter ou à vendre d'ailleurs sur ces PME. Et donc moi, qui connais assez bien l'écosystème, tous les investisseurs potentiels qui peuvent s'intéresser donc, à telle ou telle PME, je sais qui vend, qui achète, et donc je peux mettre ces investisseurs en contact pour trouver la liquidité. D'accord. C'est-à-dire que nous, déjà, en tant qu'investisseurs, des fois, moi je vois sur Twitter des gens qui disent telle valeur, c'est pas liquide, moi j'y vais pas, etc. Alors qu'on est des particuliers, donc on gère quelques milliers d'euros. Donc toi, tu dis, tu as quand même des family office ou des fonds qui sont prêts à mettre des tickets, je dirais 100 000, 300 000, 500 000, 1 million, 3 millions sur certaines valeurs petite capitalisation. Donc là, il faut qu'ils passent par autre chose que, je dirais, le carnet d'ordre que nous, on peut avoir chez Boursorama ou etc. Tu peux nous expliquer ce système qui donc s'appelle système de blocs, hein, il me semble. Ouais. Comment ça fonctionne en fait? Qui c'est qui... C'est comme s'il y avait une sorte de, je dirais, de deuxième carnet d'ordre où il y a le premier carnet qui est un peu celui que tout le monde voit et il y a un deuxième où il y a des systèmes de blocs. Tu peux expliquer ce que c'est ça, s'il te plaît? Mais alors, c'est pas quelque chose d'automatique. En tout cas, moi, quand je parle de blocs, c'est pas quelque chose. On parlera des dark pools après, mais les blocs, c'est pas quelque chose d'automatique. C'est une négociation entre un acheteur et un vendeur qui est gérée par le broker, donc par moi. L'acheteur n'a pas connaissance de l'identité du vendeur et réciproquement. D'accord. Et donc, moi, je fais la négociation entre l'acheteur et le vendeur. Le plus souvent, et moi, c'est ce que je prône tout le temps, c'est de traiter le bloc sur un prix qui correspond au milieu de la fourchette du carnet d'ordre. Ah, du carnet. Entre le bid et le ask, tu proposes de... Voilà. Par contre, pour autant, moi qui suis des fois ces choses-là, on voit, y compris dans les flux Euronext, hein, on voit du off-book, on voit des trucs qui sont en dehors du marché, qui passent, c'est-à-dire qu'entre le bid et le ask, par exemple, c'est 6,5 et on va dire 6,8. Par exemple. Puis on a, pouf, un bloc qui passe à 5 euros, donc genre 20% en dessous. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe, ces choses-là? Alors oui, ensuite, c'est ce que je disais, c'est une négociation. D'accord. Donc, si le vendeur est pressé de vendre et que on ne trouve pas d'acheteur dans les cours, le vendeur va être amené à accepter une décote. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il arrive que des blocs se traitent en dehors de la fourche. D'accord. C'est vrai dans l'autre sens. Ça arrive que des acheteurs achètent plus cher que le prix de marché. D'accord. Et donc ça, on peut passer éventuellement par, je dirais, quelque chose qui est visible, comme les flux qu'on peut voir sur Euronext, où on voit que ça cote entre le bid et le ask normal, puis d'un coup, pouf, il y a un ordre qui arrive et puis qui se traite avec une décote ou une surcote par rapport à ce que toi tu proposes. Et là, on peut se retrouver à un prix qui n'a rien à voir avec le carnet d'ordre en soi. Donc ça voudrait dire que potentiellement, les volumes qui se traitent dans une journée, ils ne sont pas forcément en lien avec les prix qu'on voit régulièrement affichés dans les carnets. Absolument. En l'occurrence, ça dépend des brokers. Certains brokers, ce qu'on appelle advertise leur bloc, c'est-à-dire déclarent leur bloc à Euronext et donc ça rentre dans les volumes. D'accord. Mais d'autres brokers déclarent leur bloc sur une plateforme concurrente à Euronext et donc on ne le voit pas dans les volumes. D'accord. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle les volumes affichés par Euronext sont très rarement, reflètent très rarement la totalité des volumes. D'accord. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi qui ai fait, mais il y a longtemps, mais qu'on fait plus des analyses techniques sur les volumes, etc., tu es en train de nous dire que sur certaines petites capitalisations, enfin certaines même mid-cap, on a éventuellement les volumes les plus forts de la semaine ou du mois qui sont pas du tout ceux qu'on voit dans Euronext, qui sont même jamais vus en fait, jamais visibles, jamais déclarés par Euronext. Absolument. Ah d'accord. Absolument. Et c'est un problème pour aussi les gérants de portefeuille qui, eux, se mettent des contraintes de liquidité par rapport à leur portefeuille.
Et s'ils n'ont pas la bonne valeur, le bon volume, ils peuvent parfois sortir un titre de leur portefeuille à cause de sa faible liquidité, alors que la liquidité réelle pourrait lui permettre de rentrer donc la société dans... D'accord. D'accord, ok. Donc, tu es en train de dire qu'en fin de compte, les gérants, ils ont en plus de la valeur intrinsèque de l'actif qu'ils achètent, mais en plus, ils doivent gérer la liquidité pour pouvoir sortir au prix éventuellement sans décote, etc. C'est ça que tu es en train de dire, quoi. Absolument, oui. Ouais, ouais. Alors ensuite, chaque fonds a ses propres contraintes de liquidité, mais tout bon gérant doit avoir en tête que en cas de décollecte ou de krach de marché, il va devoir vendre pour rendre l'argent aux investisseurs. Alors ça, tu es en train de dire que les gérants, en fait, ils ont des contraintes que n'ont peut-être pas les particuliers, c'est que à tout moment, ils peuvent avoir quelqu'un qui les appelle pour dire « moi, je récupère mes mises ». C'est ça. Tandis qu'un particulier qui gère pour lui-même ou sa famille, en fonction des besoins, j'irais, de trésorerie qu'il a, il peut tout laisser, en fait, y compris s'il y a un crack. Peut-être qu'il coupe des positions et puis fait quelque part, entre guillemets, le dos rond. Il sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire bah, « moi, 30% des encours, je veux tout récupérer. » quoi. Oui, c'est exactement ça. Alors, la plupart des gérants de portefeuille gardent une poche de cash pour faire face à d'éventuels retraits, mais mineurs. Donc, ça leur permet de gérer le quotidien. Mais le jour où il y a un crack, comme tu le sais, Philippe, le crack, il ne prévient jamais. Et ben là, il va falloir qu'ils vendent massivement parce que souvent, après un crack, il y a de la décollecte qui arrive très prochainement. D'accord. Donc, c'est dans ces cas-là qu'il va devoir vendre en anticipation de la décollecte. Et c'est pour ça qu'il regarde ces contraintes de liquidité avec beaucoup d'attention. D'accord, ok. Est-ce que tu peux revenir sur les gestions des blocs qui se font et qui sont pas déclarés sur Euronext avec les dark pools? C'est quoi ces trucs-là? Comment ça marche? Est-ce que c'est régulé, pas régulé? Est-ce que c'est le Far West? On fait ce qu'on veut? Voilà. Alors, non, on ne fait pas ce qu'on veut, heureusement. Bon, on a parlé des blocs déjà. Donc, certains blocs sont déclarés à Euronext, enfin, sont dans les volumes, comptabilisés dans les volumes d'Euronext. D'autres non. Bon, dans les deux cas, ils sont déclarés des plateformes. Donc il y a une forme de déclaration. Donc l'AMF est évidemment au courant de tout ce qui se passe. Ensuite, il y a un autre moyen de faire des blocs, ce sont les dark pools. Les dark pools sont finalement des marchés parallèles internes à des banques ou à des ensembles de banques qui font finalement leur marché boursier en interne. Ces banques-là ont tellement de flux qu'ils sont capables de croiser des flux complémentaires. Donc si sur une petite PME cotée, ils ont un acheteur et un vendeur, ils le font en interne, ils font le bloc en interne, ça leur permet de ne pas payer Évidemment. Les frais vers Euronext, ça. Les frais, exactement, les frais de bourse. Et dans ces cas-là, ils doivent déclarer à des plateformes pour que l'AMF soit au courant évidemment de la transaction. Bon, en revanche, ça ne rentre pas dans les... D'accord. Est-ce qu'on a une idée des proportions qu'il peut y avoir? Alors j'imagine que c'est très variable, comme entre le dark pool et puis les déclarations officielles, y compris des volumes en dehors de la fourchette, mais sur les plateformes régulées, genre Euronext, etc. Ça dépend, je pense, ça dépend stock par stock. J'ai envie de te dire que si un stock est fortement détenu par des anglo-saxons, il y a des chances pour que les darks soient plus actifs. D'accord. Parce que la majorité des darks sont détenus par des grandes banques anglo-saxonnes, qui ont donc des clients anglo-saxons. Ok. Bon, c'est une intuition. Ensuite, il me semble, ça reste à vérifier, qu'il y a une règle qui consiste à dire que les dark pools ne doivent pas représenter plus de, je ne sais plus si c'est 20 ou 40% des volumes
globaux sur X mois. Je n'ai pas j'ai pas la règle en tête. Et en fait, si ça passe au-dessus de ce seuil-là, le dark pool pour cette société-là, les dark pools pour cette société-là vont être gelés pendant X mois. Ah, d'accord. Avant de reprendre. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une journée type, par exemple pendant le crack là, du mois de mars, là, qui était quelque part un flash crack, puisque ça n'a pas duré très longtemps. On va dire le mois de mars qui a duré, le crack, j'irais au sens, les baisses continuent, quoi. Ça a été assez violent, mais en fait, au 31 mars, quelque part, le crack était fini, puisqu'après, ça fait que rebondir. Est-ce que tu peux nous donner des journées types que tu avais pendant le mois de mars, là, quand, par exemple, notre président a décidé de confiner la France, je crois que c'était le 17 mars. Qu'est-ce qui s'est passé les 10 jours qu'on suivi, là? Ta journée type, c'était quoi? J'imagine que tu devais énormément subir de la décollecte, des gens qui voulaient échanger plein de blogs, des discounts dans tous les sens. Tu peux nous évoquer ça, s'il te plaît? Oui, alors, dans ces cas-là, en fait, il n'y a plus de rationalité. Les gens ne regardent plus les news. La priorité, c'est la recherche de liquidité. Tout le monde vend. D'accord. Alors ensuite, et pour vendre, il faut des acheteurs. Forcément. Et donc, parce que en fait, tout le monde anticipe de la décollecte. Donc tout le monde veut vendre pour faire du cash, pour pouvoir rendre l'argent aux clients qui demanderont à ce qu'on leur rende leur argent. Et malgré tout, dans ces marchés-là, il y a des acteurs, des investisseurs, ou qui avaient anticipé ce mouvement, donc qui avaient fait du cash avant, ou bien qui avaient beaucoup de cash parce qu'ils venaient de lever un fonds. Voilà, c'est un peu les deux cas d'école. Et à ce moment-là, ces gens-là peuvent faire la lique, donc vont être acheteurs. Mais étant donné l'ambiance du moment, ils vont plutôt acheteurs beaucoup plus bas. Ils vont être plutôt patients. Ils ont de la poudre sec, hein, comme dit nos papis milliardaires des USA là. Ils ont de la poudre sec et donc ils vont attendre qu'il y ait en fait du stress et puis des prix qui sont poussés vers le bas pour mettre les épuisettes, quoi. C'est ça. D'accord. Exactement. C'est le principe des épuisettes, absolument. Okay. Alors ensuite, il y a deux possibilités. Donc les vendeurs, ou bien on leur trouve en bloc avec une décote et ils traitent en bloc, ou bien ils vendent dans le marché. D'accord. Sur les prix liquides, on peut faire perdre 5, 10, 15, 20, 25% à une petite PME cotée en quelques minutes. Et ça, c'est pour aller chercher les fameuses épuisettes dont tu parles. Ouais, c'est ça. Okay. Et ça, c'est pour des raisons de flux. Évidemment, en crack, c'est le flux qui dirige les prix. C'est que du flux. Ce n'est que du flux. Et c'est d'autant plus vrai sur les PME cotées qui sont illiquides. Ok. C'est ce qui explique ce qu'on a pu voir sur les petites valeurs de la cote française pendant le crack du mois de mars. C'est que celles qui ont... tout le monde a baissé, quasiment, hein, tout le monde a baissé. Mais il y en a qui ont énormément vite rebondi. C'est toutes celles qui étaient essentiellement dirigées par des logiques de flux vendeurs. Et une fois que ça s'est tari, les fondamentaux de la boîte étant quand même ce qu'ils sont, les résiliences, puis un peu de visibilité un peu plus, pouf, ça a vite rebondi. À l'inverse, il y en a qui ont un peu plus végété et il y en a encore certaines, pas beaucoup, mais qui sont encore un peu en bas, quoi. Oui. Alors en fait, pendant les premiers jours de panique, on va dire, il n'y a pas de... Les gérants ne réfléchissent pas, on ne fait pas de stock picking, on ne se dit pas ça va baisser plus que ça, on vend tout. Et au bout de quelques jours, quand tout le monde reprend un peu ses esprits, là on va être un peu plus sélectif. D'accord. On va réfléchir à ce qu'on rachète. On va prendre les thèmes voilà, les gens vont réfléchir sur les thèmes porteurs, les sociétés qui vont le mieux s'en sortir pendant une période de confinement, et celles qui vont le plus souffrir. Et puis là, il y a une nouvelle classe d'acteurs qui, en général, n'est pas très réactif, mais qui est très importante, et qui peut être acheteur. Ce sont les sociétés ou les fondateurs ou les actionnaires historiques de ces sociétés, qui, eux, trouvent que le prix de leur action est beaucoup trop bas, et se mettent à racheter. D'accord. Ok. Donc les dirigeants de société. Et alors ça, c'est un très très bon signal, parce que quand les dirigeants de société se mettent à racheter, ça veut dire qu'eux-mêmes,
ils ont fait un peu le tour de leur société et qui pensent qu'ils ont confiance en l'avenir et que le prix de la société ne reflète pas du tout la santé de la société. D'accord. Là, tu parles en période de crack, enfin juste après le crack ou... Voilà, souvent ça intervient quelques jours après parce qu'il y a quand même le choc du crack, pendant lequel tout le monde est tétanisé et même les gérants de société, imagine-toi, dirigeant de société, t'apprends le confinement, tu penses pas à acheter des titres, tu penses d'abord à gérer ta société. Ouais, bien sûr. Au bout de quelques jours, quand tu vois que ton titre a perdu 30 ou 40% et que tu as géré un peu, tu as mis les choses au clair, là tu regardes un peu ton cours et tu te dis, si tout va bien, il faut que j'achète. Ouais, d'accord. Donc tu veux dire les boîtes qui sont bien gérées, on en connaît sur la côte parisienne, les petites capitalisations, les moyennes. Quand il y a des cracks et que ça commence à racheter au bout de... Enfin, un certain temps dans le crack, donc là on va dire au bout des 15 jours du crack, vers fin mars en fait, début avril, ça a commencé à racheter. Là tu peux te dire, on sait que les dirigeants ils ont la tête sur les épaules, s'ils commencent à racheter, à mettre en route leur programme d'achat, soit pour la société, soit pour eux en tant qu'administrateurs ou dirigeants, tu dis là, on peut penser que le prix que propose le marché, le dirigeant pense que ça vaut le coup de mettre quelques pépites... quelques pépettes plutôt dessus, quoi. Voilà. Absolument. Est-ce que tu peux nous évoquer les thématiques qui sont à la mode? Est-ce que toi, tu as senti quelque chose en ce sens sur tout ce qui est ESG? Donc, l'énergie carbonée, il faut l'abandonner. Tout ce qui est renouvelable, hydrogène, tout ça, faut en faire. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose en termes de flux sur tes clients? Est-ce que tu as vu un flux plutôt acheteur sur ces trucs-là ou pas du tout? Alors, en fait, on va dire il y a deux thèmes très très à la mode. Le premier thème, c'est tout ce qui est software, logiciel. Ça, c'est un thème qui est devenu très à la mode pendant le Covid. En fait, parce que c'était tout ce qui est gestion du travail à distance, cybersécurité. Toutes ces boîtes-là sont remontées à toute vitesse juste après le crack. Et tu as raison. Et le deuxième thème, qui est très très à la mode et qui a une ampleur encore plus... gigantesque, c'est le thème ESG, énergie verte, énergie renouvelable. Et en fait, il y a des fonds colossaux qui se sont levés sur ce thème-là, mais il n'y a pas beaucoup de véhicules cotés. D'accord. Si bien qu'il y a eu des flux acheteurs massifs qui sont arrivés sur ces véhicules cotés, en France, en Europe, et qui ont gonflé les valorisations. Mais une fois que tout le monde est investi, ça végète un peu après. Et c'est un peu ce qu'on voit depuis le début de l'année. Toutes ces boîtes d'énergie verte végètent un peu depuis le début de l'année. D'accord. Alors qu'ils ont eu une performance en 2020 qui était fabuleuse. D'accord. Autre chose, il y a eu pas mal d'introductions en bourse sur ces thèmes-là. Énergie verte, hydrogène. Hydrogène, c'est grave. Et sur des valorisations totalement délirantes. D'accord. Donc là, tu es en train de dire que les flux acheteurs sont en train de créer des sortes de bulles ou tout au moins de déconnexions, sans aller jusqu'à la bulle Internet, là, une sorte de déconnexion entre la réalité économique de l'entreprise cotée et puis sa valorisation par les marchés financiers. En fonction de la thématique, on peut avoir... On peut parler d'une forme de bulle, en effet. Mais ça commence toujours comme ça. En fait. Et ça permet de financer une transition, un changement de consommation. Je crois qu'en fait, ça commence toujours comme ça. Petit à petit, de plus en plus d'acteurs qui vont se coter en bourse. Et puis, à la fin, le marché fera la différence entre les bons et les mauvais acteurs. Mais je pense que c'est un peu inévitable. Il y a quand même une vraie prise de conscience de ce problème écologique et d'ailleurs la cote française est en train de se grinifier. En train de muter quoi, quelque part, enfin en train de se transformer en fait. Ok, très bien. Bon bah écoute Cédric, je te remercie de ta contribution et puis ça m'a bien fait plaisir de pouvoir avoir l'avis d'un professionnel qui voit de l'autre côté
des interventions en fait en bourse, notamment sur le segment des small et des mid. Bah écoute, je te dis à bientôt. Merci bien. Allez, ciao. Et pour illustrer les propos de Cédric concernant les blogs, je vous ai mis ici un extrait de blog disponible à l'achat et à la vente, qui a un extrait qui date de l'été 2021. Vous avez ici un ensemble de sociétés qui sont donc très demandées par des gros volumes, donc des family office ou des fonds. Et vous avez ici des gros volumes aussi qui sont disponibles en bloc à la vente. Donc notamment, vous avez ici la compagnie de l'OD avec à 1040 €. Vous retrouvez ici quelqu'un qui vend pour une quantité de 500 titres. Donc si vous êtes intéressé par ces 500 titres, vous passez pas par la plateforme Euronext, vous passez directement par le broker qui vous met en liaison directe et vous faites la transaction. Et ça se traduit par un eurodatage qui est comme ceci sur Euronext. D'habitude, on a ceci, des échanges en continu. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le carnet d'ordre central. Et quand vous avez quelque chose qui apparaît en off-book dans les commentaires ou en out of market, c'est les blocs qui sont déclarés à Euronext. Donc pas ceux qui passent par les dark pools. Mais vous avez ici un bloc de 406 000 titres à 11,66 qui est passé. Donc à ce moment-là. Et concernant les surcotes possibles, je vous donne un exemple. Vous avez ici la société Cola qui cotait jusqu'à 135-140 € avant le crack Covid de mars 2020. Et on apprend par une déclaration AMF que le 16 mars 2020, il y a eu 68 424 titres qui équivaut à 0,2% du capital, qui ont donc été rachetés à 142 € par la société Bouygues SA, qui est la société mère de la société Cola, puisqu'elle détient plus de 95% du capital. Et on peut remarquer que le 16 mars 2020, c'était en plein crack Covid. Le titre était plutôt aux alentours de 105-110 € et pour autant, il a été racheté par bloc à 142 €. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous apporter de la valeur sur comment fonctionnent ces systèmes de blocs, comment fonctionnent les brokers, etc. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma newsletter mensuelle. Je vous mets le lien directement dans la barre de description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!